Merci Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillères. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer en citant un grand élu du Parti Les Républicains, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez a dit récemment « Il faut engager un vrai plan de réduction de la dépense publique qui s'accompagne d'un big bang fiscal. Il faut tout remettre à plat. Il existe aujourd'hui 350 impôts et taxes, des niches fiscales partout, le système est illisible et imprévisible. Il faut supprimer des taxes, baisser les impôts sans tabou. Parce qu'aujourd'hui, notre système fiscal est à bout de souffle. Il n'est ni juste ni efficace. La question n'est pas comment collecter les impôts, mais comment les baisser. Alors je suis comme vous, Monsieur le Président, en désaccord avec Laurent Wauquiez. Et comme vous, je pense qu'il faut savoir, dans certaines conditions, augmenter la dépense publique et pour ça, envisager parfois des augmentations d'impôts. C'est donc avec un certain étonnement devant vos propositions de coup de massue fiscal, mais sans a priori, j'ai commencé à étudier ce budget, en examinant si les 4 conditions qui, à mon sens, peuvent justifier une augmentation d'impôts ou de taxes étaient remplies. Et cela sur l'augmentation de 50% du taux de la taxe sur le foncier bâti, de 4,36% pour la CFE. Je laisse de côté l'ajustement de tarif pour l'assainissement. Et par ailleurs, je souhaiterais que vous m'expliquiez comment se fait-il que le produit de la GEMAPI augmente de 80% à l'occasion. On le vote l'année dernière et ça s'applique cette année. Alors, les 4 conditions qui peuvent justifier, à mon sens, une augmentation d'impôts et de taxes. La première, que l'augmentation proposée soit incontournable maintenant. La deuxième, que l'impôt prélevé soit juste et réparti équitablement. La troisième serait que l'augmentation proposée serve à financer une politique adaptée aux besoins de celles et ceux qui payent. Et enfin, la dernière est que l'augmentation soit clairement assumée, expliquée devant l'opinion. Je propose d'examiner ensemble si ces conditions sont remplies. La première, est-ce que ces augmentations sont incontournables maintenant? La réponse, c'est clairement non. Ces augmentations ne sont pas indispensables à l'équilibre du budget. Elles conduisent, comme il est indiqué dans le budget, une augmentation totale des recettes de fonctionnement de plus de 7,78%, à une augmentation de l'épargne nette qui s'élève cette année un peu moins de 4 millions d'euros, une augmentation importante par rapport à l'an dernier, et cela, vous l'avez fait remarquer, sans que l'on recourt au report de l'excédent de fonctionnement de l'année précédente. Et en plus, le rapport passe quand même très rapidement, sans insister sur une nouvelle qui est plutôt pour nous une bonne nouvelle, l'augmentation de 2,6 millions d'euros de recettes dues à la CDAE, une bonne nouvelle qui aurait pu, à elle seule, presque justifier de surseoir à ces augmentations, puisque l'augmentation proposée ne rapporte ici, si j'ose dire, qu'un petit peu plus de 1,8 million d'euros. On aurait pu avoir un budget à l'équilibre sans cela. Surseoir à cette augmentation serait en plus d'autant plus pertinent que, caché derrière un rapport au titre anodin que nous examinerons tout à l'heure, vous proposez une décision qui a un impact financier très lourd pour notre collectivité, un peu moins d'1 million d'euros de dépenses pour ce seul exercice. Cette pilule empoisonnée, c'est le rapport 17 qui s'intitule sobrement et malicieusement, j'ai envie de dire, examen du compte-rendu de la commission de mutualisation des services, compte 2019 et 2020. C'est un rapport qui donne l'impression d'être un simple rapport d'information, sans enjeu, alors que si on le lit consciencieusement, on découvre qu'il nous propose en fait de prendre de réelles décisions, on n'en est pas du tout juste au compte-rendu, et l'impact financier de ces décisions, il est considérable. Les écarts entre les sommes dues par la ville à l'agglomération et les sommes dues à l'agglomération par la ville conduisent, en restant juste en 2021, à une dépense inscrite dans le budget de 991 000 euros. L'importance de ces sommes pourrait justifier qu'une information complète soit donnée au Conseil pour que chacun puisse apprécier la justesse des critères choisis puis la pertinence des services réellement effectués, puisque, comme le rappelle le rapport, la Chambre régionale des comptes avait recommandé au Grand Belfort, je cite, de fixer dans les conventions le remboursement des services communs mis à disposition et partagés avec la commune de Belfort sur la base d'un coût unitaire au fonctionnement du service multiplié par le nombre d'unités conformément aux dispositions du CGCT. Vous présentez à la page 3 de ce rapport les modifications de flux comme une conséquence des remarques dans la Chambre, alors que celle-ci s'est contentée de vous demander de baser vos calculs sur des éléments objectifs. Or, pour les services partagés, 8 critères sur 17, pour les services communs, 8 critères sur 14, ne respectent pas cette recommandation. Les bases de coûts sur lesquelles s'applique la répartition et la valeur chiffrée des critères ne sont pas communiquées et cette absence d'information empêche toute appréciation informée de la décision qui nous est proposée.
Ça me semble rendre cette délibération en plus un petit peu incertaine légalement. Je vous ai interrogé sur le sujet, je n'ai pas eu le loisir d'avoir une réponse. Et je me permets de rappeler que si la commission finance que nous appelons de nos voeux existait, on aurait pu évoquer tous ces sujets, ça nous éviterait ici des discussions longues et techniques. Enfin, j'en profite pour rappeler que ce même rapport de la Chambre régionale des comptes, que vous mettez en avant pour justifier ces nouveaux accords financiers, soulignait, je cite là aussi, qu'à l'exception du Stade Serzian, les transferts de compétences issus de la commune de Belfort n'ont pas été compensés à Grand Belfort par des transferts de recettes correspondantes. Il en résulte un coût net pour le Grand Belfort évalué en 2018 à plus de 1,3 million d'euros. Alors, quand les générosités s'équilibrent, elles traduisent l'esprit de solidarité. Quand elles sont asymétriques, elles traduisent la pure et simple domination d'une partie sur l'autre ou alors une information biaisée. Je souhaite donc, bien qu'on examine ce rapport tout à l'heure, que nous puissions différer son vote pour qu'on ait l'ensemble des informations que je vous demandais, pour puisse étudier le détail précis des calculs qui conduisent à la répartition qui nous est proposée, avec pour chaque service des distinctions entre les charges de personnel et les charges de structure, pour que l'on puisse vérifier la pertinence de tout cela et donc différer de la même manière l'augmentation du taux de taxe sur le foncier bâti. L'année 2021, je crois, sera déjà assez difficile pour tout le monde, on pourrait essayer de ne pas en rajouter. La deuxième condition pour que des augmentations d'impôts puissent être justifiées, c'est est-ce qu'elles sont équitablement réparties? La réponse est une nouvelle fois non, et ce, pour trois raisons. La première, c'est le caractère profondément erroné de l'évaluation des bases locatives qui détermine la répartition de l'impôt. Les maisons, les appartements qui ont le plus de valeur sont très sous-évalués. En gros, 90% de l'ensemble du parc immobilier de l'agglomération est réparti sur les trois catégories centrales, ce qui conduit à ce que les valeurs des bases ne diffèrent pour l'essentiel que de plus ou moins 10%. Alors qu'il suffit de regarder les vitrines des agences immobilières pour voir que, selon les quartiers, par exemple juste de Belfort, les valeurs des biens puissent évoluer du simple au triple. Donc on n'est pas sur 10% d'écart de valeur, mais on va jusqu'à 300% de différence. Alors, je ne propose pas de faire ce que la loi ne permet pas d'imposer selon les revenus, mais de mettre en œuvre les marges de correction que ça permet, c'est-à-dire traduire simplement la valeur réelle de chaque maison et appartement, et en somme aplanir cette courbe qui ressemble un peu à une courbe de Gauss. Et cela pourrait permettre d'augmenter les impôts de façon plus solidaire. La seconde injustice, elle concerne les entreprises. Sur le foncier bâti et la CFE, l'impact des augmentations qui sont proposées sera pour les entreprises industrielles évidemment atténué, puisque avec la diminution de moitié de leur valeur locative, elles vont payer 25% de moins que l'an dernier. Mais malgré la diminution de moitié de la base des entreprises industrielles, on constate que la recette de CFE elle ne baisse que de 16,57%. Ça laisse supposer qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, elles, auront à supporter une augmentation de 50% de leur taxe sur le foncier bâti. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé, ça aussi, cette information que je n'ai pas eue non plus, et je ne peux que, évidemment, le déplorer. La troisième injustice, elle concerne, à mon sens, les communes. Dans les propositions que j'avais faites au sein du groupe de travail sur le nouveau pacte financier et fiscal, j'ai soulevé notamment la question des attributions de compensation. À mon sens, sanctuariser ces montants qui représentent les ressources que tiraient les communes des activités économiques il y a plus de 20 ans, elle ne fait que prolonger des inégalités qui conduisaient des communes qui étaient riches en activités à n'avoir que très peu besoin de faire supporter leurs dépenses à leurs habitants, contrairement aux autres. C'est des attributions qui se montent, on l'a encore vu là, à 23 millions d'euros chaque année. Et juste pour bien voir ce que ça représente, par exemple pour Belfort, ça représente 324 euros par habitant, mais à chaque mois on est à 2-3 euros par habitant, ou à Évêque-Salbert à 5 euros par habitant. On voit bien que c'est difficile quand même de justifier encore cela. Alors on peut avoir plusieurs actions sur ces attributions de compensation. Réfléchir au montant de l'enveloppe globale, c'est pas dit que ce sera tenable au vu de l'évolution des ressources de l'agglo pour les années qui viennent, et aussi, et surtout peut-être, mieux répartir ces attributions en prenant en compte non seulement la richesse des communes, mais aussi celle des habitants. Et les économies qu'on pourrait réaliser peuvent permettre soit de diminuer l'augmentation des impôts qu'on envisage, soit au contraire à l'agglomération de prendre en charge des compétences nouvelles en renforçant pour les communes l'intérêt de la dynamique intercommunale. La troisième condition pour que ces augmentations d'impôts puissent se justifier, ce serait de pouvoir financer une politique adaptée aux besoins de ceux qui vont la payer. Pour moi, là encore, malheureusement, la réponse est non. Puisqu'en effet, ces augmentations ne s'accompagnent d'aucun projet d'avenir pour l'agglomération. Et dans ce rapport budgétaire, par exemple,
On ne fait aucune mention du travail qui est mené, par exemple, dans le pôle métropolitain, qui mène des réflexions sur des sujets qui nous touchent quand même de très très près, question de l'eau, développement économique, des mobilités, je vais y revenir tout à l'heure très rapidement. Rien n'est dit sur la crise de GE et des actions à prévoir. On vous a connu à l'époque moins muet qu'aujourd'hui quand il s'agissait d'apporter le soutien au groupe, alors qu'à l'heure actuelle, la situation est quand même assez grave. Rien n'est dit non plus des menaces qui pèsent au niveau du Nord-Franche-Comté sur l'automobile. On le voit bien avec le cas par exemple de Stellantis. La création de Stellantis bouleverse le paysage. Comment est-ce qu'on peut croire véritablement que le pays de Montbéliard, et avec lui l'aire urbaine et donc nous, puisse garder le même poids symbolique à l'avenir dans un groupe qui n'a évidemment plus les mêmes attaches, je dirais, géographiques et affectives que quand il s'agissait de Peugeot. Rien non plus sur l'université, le contrat de plan qui est en train de se négocier, dans lequel Besançon et Dijon se taillent la part du lion, sans que, ici, on mobilise l'ensemble des forces économiques et sociales de l'aire urbaine sur cette question qui est quand même particulièrement importante. Rien sur la mobilité, sur la crise financière que vit le transport en commun, alors qu'il se passe des choses, et notamment au niveau métropolitain, qui vont en plus peut-être pas forcément dans le bon sens. J'en parle très brièvement. Sur ce projet, vous portez la création d'une autorité organisatrice des mobilités unique sur le pôle métropolitain, dont l'intérêt, à mon sens, est extrêmement faible. Et dans l'appel d'offres qui sera discuté dès demain pour trouver une assistance à maîtrise d'ouvrage, on lit quand même cette phrase assez surréaliste. Le présupposé consiste à dire qu'une fusion des AOM n'aurait que des avantages. Ainsi, il est attendu du titulaire du marché qu'il appuie le syndicat mixte dans l'objectivation de ce présupposé. Ça se passe de commentaires. Je pourrais aussi aborder la question de la politique du logement, mais vu qu'il en sera question dans un prochain rapport, on le fera là. Je conclue rapidement sur la quatrième et dernière condition. Merci, enfin vous nous imposez des lectures laborieuses de rapports, vous pouvez au moins écouter nos interventions jusqu'au bout, sans faire ce genre de signe. La dernière condition, c'est est-ce que l'augmentation sera clairement assumée et expliquée dans l'opinion? J'ai encore le droit de sourire comme j'en ai envie. Nous ne sommes pas dans une direction de vers sectaire. Je ne m'exprime pas, je vous laisse parler, mais j'ai encore le droit de sourire si j'ai envie. Vous n'allez pas nous imposer votre dictature, madame. Merci pour eux, ça fait du bien. Alors, cette dernière condition, l'augmentation sera-t-elle clairement assumée, expliquée devant l'opinion? Alors, on pourra vérifier le respect de cette condition qu'après notre débat ce soir, mais après avoir entendu M. Vivo-Alavi nous expliquer que l'augmentation des impôts faisait baisser la pression fiscale, je ne m'attends pas vraiment à une justification claire de l'impérieuse nécessité d'augmenter de 50% les impôts de l'agglomération. En fait, vous procédez à une augmentation opportuniste en profitant des mesures gouvernementales sur la fiscalité locale. Et cela va imposer aux familles, à la grande majorité des entreprises, qui sont quand même secouées comme jamais par une crise d'une violence inouïe, d'une privation supplémentaire de ressources dont, pourtant, elles ont terriblement besoin. Vous ne serez donc pas étonnés que nous ne votions contre ce projet de budget.